Je suis bien content d'être ici. J'ai fait un petit changement dans ma présentation. Comme j'habite au Québec, ma langue maternelle est le français, donc j'ai dit je vais en profiter et pouvoir faire ma présentation en français. Donc si vous vouliez l'entendre en anglais, ben désolé. Euh, donc c'est ça. J'avais un peu peur pour l'accent. J'espère que vous allez bien comprendre. Je me suis dit, au yab tabarnak, on va faire ça de même. Ça devrait bien aller. L'apprentissage automatisé, aussi connu sous le nom de machine learning en France. L'apprentissage automatisé, je ne sais pas pour vous, vous en avez certainement entendu parler. C'est la nouvelle chose à la mode, on en entend parler partout. Et on le voit de plus en plus dans toutes sortes d'applications. Et dernièrement, j'ai eu une application à mon travail où on devait essayer de faire quelque chose, enfin j'en parlerai un peu plus tard, mais j'ai essayé de trouver comment je pouvais implémenter un certain mécanisme d'apprentissage automatisé au sein de cette application. Ça m'a poussé à faire un peu de recherche. J'ai vu que beaucoup du matériel qui était disponible sur Internet était académique ou semblait très complexe, alors que lorsque j'ai commencé à m'en servir, lorsque j'ai commencé à implémenter une version très simple, je me suis rendu compte rapidement que, au fond, c'est très simple, et non seulement très simple, mais très amusant à faire. Donc, ce que j'espère aujourd'hui, c'est de pouvoir partager ça un peu avec vous pour que vous ne soyez plus intimidés par ce mystérieux monde de l'apprentissage automatisé. Donc, comme je disais, on en voit un peu partout. On les voit maintenant, on voit ça maintenant dans nos maisons. Par exemple, nos thermostats qui s'ajustent automatiquement. On en voit dans toutes sortes de choses. Nos téléphones, évidemment, Siri, OK Google, ainsi de suite, ont tous des fonctions d'apprentissage automatisé. Donc, vous avez peut-être déjà vu votre téléphone vous donner un avertissement qu'il était temps de partir pour le travail si vous vouliez arriver à temps en fonction de la circulation, alors que vous n'avez jamais spécifié à votre téléphone ni à quelle heure vous travaillez, ni où vous travaillez. Donc, le téléphone apprend automatiquement ce genre de choses. On a aussi vu des bons exemples de chatbots qui apprenaient automatiquement, mais qui devenaient rapidement des espèces de nazis racistes. Donc, on en voit vraiment partout. Qu'on le veuille ou non, ça va faire partie de nos vies. Et dans le futur, il va falloir commencer à l'implémenter un peu dans nos propres applications si on veut être à la fine pointe de la technologie. Donc, je commence un petit peu avec moi rapidement. Je travaille chez Spiria, je suis directeur technique là-bas. On a un bureau à Montréal et un bureau à Ottawa. Moi, je travaille du bureau d'Ottawa. Et habituellement, je fais beaucoup de JavaScript. C'est un peu plus ma spécialisation. J'ai fait beaucoup de PHP dans le passé. Et PHP est encore très utilisé, évidemment, comme vous le savez tous, et beaucoup de bonnes fonctions. Donc, c'est un langage que je continue d'utiliser dans ma vie de tous les jours. Et même si c'est peut-être pas le meilleur langage pour faire du machine learning, c'est dans ce langage-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Notre agenda, rapidement, je vais parler un petit peu de définition. Il y a beaucoup de terminologie. Je veux faire quelques distinctions en partant, donc un peu de théorie. Je m'en excuse. On va parler un peu de deep learning, réseaux neuronaux, juste pour vous expliquer que j'en parlerai pas en fait. Donc certains supervised, unsupervised, différents algorithmes, puis je vais vous montrer quelques exemples d'algorithmes très 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 de base qui vont vous permettre de commencer à implémenter les vôtres. Donc la première définition que je voulais couvrir, c'est l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de confusion, intelligence artificielle, apprentissage automatisé. Donc, je vais prendre quelques secondes pour pour vous en donner la définition. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver des images comme ça. Typiquement une femme, cyborg, avec des circuits imprimés dans le visage. Et du code derrière. Toujours du code derrière, parce que du code, c'est mystérieux. Si vous regardez bien, vous allez remarquer que c'est la version minifiée de Bootstrap. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'intelligence artificielle là-dedans. Mais... enfin, c'est ce qu'on trouve sur Google. OK, plus sérieusement, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence j'essaie de traduire en même temps, l'intelligence qui est démontrée par certaines machines ou certains dispositifs. Donc, essentiellement, c'est un dispositif qui perçoit son environnement, qui comprend son environnement, et qui va prendre des actions afin de maximiser les chances d'atteindre son but. Donc vraiment, c'est la partie importante, c'est prendre des actions afin de maximiser ses chances d'atteindre un but.
Essentiellement, ce que c'est l'intelligence artificielle, c'est simplement un ensemble de règles qui sont définies par des programmeurs qui vont permettre à un dispositif d'atteindre son but. Donc, si on veut voir des exemples dans la vraie vie, Pac-Man. Pac-Man, très intéressant. C'est un des premiers exemples d'intelligence artificielle utilisée dans les jeux vidéo. Donc, chacun des fantômes a certaines règles très définies, très spécifiques, afin d'essayer d'attraper Pac-Man. Vous connaissez tous le jeu. Vous ne connaissez peut-être pas les règles qui sont utilisées. Donc, Blinky, le rouge, essaie toujours de suivre Pac-Man de façon très aveugle, très naïve. Pinky, lui, essaie de prévoir un peu les mouvements, donc il va essayer de s'en aller dans la même direction, plus ou moins. Inky, le bleu, sa position dépend de la position du rouge. Et Clyde, de façon intéressante, essaie de se rapprocher autant qu'il peut de Pac-Man. Lorsqu'il arrive à 10 cases, s'en va dans une direction différente et s'éloigne de lui. Ce qui donne une espèce d'impression qu'il s'en va ailleurs pour aller pour chasser. Mais en fait, Clyde ne peut pas attraper Pac-Man. Mais ce que je veux démontrer ici, c'est que c'est vraiment un ensemble de règles. Les fantômes n'apprennent rien. Donc, c'est la différence entre l'apprentissage automatisé et l'intelligence artificielle. Ils font seulement suivre les règles. D'autres exemples, on peut trouver les spam filters, ce qui empêche le pluriel d'entrer dans votre boîte de courriel. La détection de fraude en carte de crédit, par exemple. Donc, lorsque vous êtes à l'extérieur du pays et que vous faites des transactions, il y a des règles dans vos cartes de crédit qui vont dire non, on bloque la carte de crédit parce qu'il n'est pas dans son pays d'origine. Croyez-moi, ce n'est pas très plaisant. Machine learning, d'un autre côté, ou l'apprentissage automatisé, c'est vraiment la capacité de votre logiciel d'apprendre les règles. Donc, plutôt que de définir les règles, on lui apprend comment apprendre. Et à partir de ce moment, le logiciel va pouvoir établir ses propres règles. Donc, les exemples, comme je mentionnais, le thermostat Nest, j'en ai un chez moi. Donc, lorsqu'il y a un changement de saison, parce que chez nous, lorsqu'il fait froid, il fait froid. Donc, l'hiver, on l'ajuste pour augmenter la température dans la maison. Et l'été, il fait chaud. Donc, on l'ajuste pour baisser la température dans la maison. Donc, vraiment, la température va être très différente durant l'été comme l'hiver. Mon horaire aussi change en fonction de l'été comme l'hiver. J'essaie d'entrer un peu plus tôt l'été, comme ça, je peux prendre une bière sur la terrasse. Donc, lorsqu'il va y avoir un changement de saison, mon thermostat va entrer en mode d'apprentissage et me mentionne, bon, nous avons changé de saison, veuillez commencer à m'ajuster. J'ajuste le thermostat au fur et à mesure lorsque j'entre à la maison, puis automatiquement commence à s'ajuster tout seul. Il va démarrer le chauffage 5-10 minutes avant que j'arrive à la maison, ce genre de trucs. Donc vraiment, les programmeurs n'ont pas programmé le thermostat pour qu'il démarre avant que j'arrive à la maison, parce qu'ils peuvent pas le savoir, mais l'ont programmé pour qu'ils apprennent à savoir lorsque j'arrive à la maison. Je parlais aussi de l'exemple de Google, votre téléphone qui apprend où vous travaillez, quand est-ce que vous travaillez, et ainsi de suite. Et Chatbot, qui est une expérience très intéressante, que vous avez déjà entendu parler certainement, qui était le robot de Microsoft qui ont sorti, qui était en fait une jeune demoiselle dans la vingtaine, ou du moins c'est ce qu'il essayait de simuler, à qui on pouvait envoyer des messages, des tweets. Elle répondait en fonction de ce qu'elle avait appris avec le temps. Donc, lorsqu'elle a été lancée, le 23 mars 2016, à 8h30, elle était bien excitée de faire partie du monde des humains. Rapidement, environ 12 heures plus tard, commençait à être un petit peu moins heureuse d'être dans le monde. Donc ça, c'était à 9 h le lendemain matin. Ça, c'était vers 10 h le lendemain matin. Et 2 heures plus tard, complètement perdu contrôle. Donc, ils ont fermé le robot. C'est assez intéressant parce que c'est un super bel exemple d'algorithme d'apprentissage automatisé. Donc, vraiment, elle est partie où elle ne connaissait rien du tout, et puis elle a appris en fonction de ce qu'on lui a appris. Ma mère a vu ça. Elle était inquiète. Ah, les ordinateurs vont dominer le monde, ils sont tous méchants. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est vraiment que ce robot a appris des humains. C'est vraiment ce qu'elle répétait, c'était exactement ce que les humains lui avaient dit. Il n'a aucun sentiment, aucune émotion, aucun sens du bien et du mal. Donc, elle faisait seulement répéter. Donc, j'ai vraiment perdu foi en l'humanité à ce moment-là. Donc, je n'ai plus peur des machines, mais j'ai peur des humains.
Mais ça me fait penser aussi qu'il faut ajouter des mécanismes de défense lorsqu'on prépare un algorithme d'apprentissage automatisé. Donc, si on veut faire quelque chose où bon, dans ce cas-ci, si on avait voulu qu'elle reste positive, qu'elle reste gentille, il aurait fallu mettre en place des mécanismes pour éviter que les trolls puissent commencer à lui envoyer des commentaires. Bon, je ne les répéterai pas. Deep Learning, Big Data. Très rapidement, je n'en parlerai pas parce que c'est un sujet immense. Mais rapidement, Big Data, c'est la science qui entoure la recherche sur les grosses banques de données. Donc, avec la multiplication des données digitales, avec tous les bracelets intelligents qu'on a, avec toutes les informations qu'on peut ramasser rapidement et facilement, ça nous prend des moyens, des mécanismes un peu plus complexes pour pouvoir analyser ces données et en faire un peu de sens. Les réseaux neuronaux sont un moyen qui est utilisé régulièrement. Encore une fois, très rapidement, le réseau neuronal, de façon très simple, c'est un moyen de briser un gros problème en des petits problèmes afin de faciliter la recherche et l'analyse des données. Donc, plutôt que de faire un gros algorithme qui va essayer de détecter un visage, on va plutôt commencer par essayer de détecter des patterns dans les ombrages. Une fois qu'on a ça, on va déclencher un prochain layer qui va détecter est-ce que ces ombrages-là représentent un élément du visage. Est-ce que ça représente un œil, un nez, une bouche, et ainsi de suite. Et ensuite, on continue. Si on trouve ces éléments-là, on continue, on essaie de voir, bon, s'il y a 2 yeux, un nez, une bouche, il y a des bonnes chances que ce soit un visage. Pour vous aider dans des réseaux neuronaux, il y a plusieurs alternatives qui existent, open source. TensorFlow est une super librairie qui est disponible en Python. Pardon, il y a aussi beaucoup de clouds qui sont disponibles maintenant. Donc, IBM avec Watson vous permet de l'utiliser. Google a aussi le Cloud Machine Learning Engine qui est disponible. Donc, dernière chose que je voulais parler rapidement, les algorithmes supervisés versus non supervisés. Donc, supervisé, c'est un algorithme qui a besoin d'un feedback afin de donner un résultat. Donc, ça commence avec aucune connaissance d'un système et on va commencer à lui donner des informations, puis on va lui dire si oui ou non cette information-là, est-ce qu'elle est dans... Par exemple, si on fait un classificateur, est-ce que c'est dans la catégorie A ou la catégorie B, ou encore est-ce que c'est bon ou mauvais, et ainsi de suite. Et avec le feedback, il va commencer à mieux comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire avec. C'est complètement inutile si on a des données de mauvaise qualité. Donc, on l'a vu avec le robot T de Microsoft. Et comme je disais, c'est principalement utilisé dans les classificateurs. Donc, on peut s'en servir, par exemple, si on veut reconnaître est-ce qu'un texte est en français ou en anglais, par exemple. Donc, on peut lui apprendre à faire la distinction entre les deux. On peut aussi lui apprendre à faire toutes sortes de distinctions. Une recherche intéressante que j'ai lue, c'était où il entraînait un classificateur afin de détecter si l'auteur était un homme ou une femme. Donc, les femmes ont tendance à utiliser certains mots plus souvent que les hommes, ce qui fait en sorte qu'on est capable, avec beaucoup d'apprentissage, de déterminer ce genre de choses seulement en entraînant un algorithme. L'algorithme non supervisé, au contraire, ne requiert pas de feedback. C'est particulièrement utilisé lorsqu'on n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse, où on cherche plutôt une solution, mais comment on arrive à la solution n'est pas vraiment important. On va voir un exemple tantôt, c'est un peu plus concret, mais essentiellement, ça nous aide plutôt à définir un pattern ou une structure. C'est plutôt dans ces cas-là qu'on va l'utiliser. C'est parfait pour si on veut essayer de grouper nos clients par catégorie. Par exemple, si on veut déterminer que celui qui achète le plus souvent tel type de souris, par exemple, est un homme blanc de 39 ans, par exemple. Donc, on peut mieux cibler notre clientèle par la suite. Donc, on ne cherche pas nécessairement une bonne ou une mauvaise réponse dans ce cas-là, mais on cherche à identifier un pattern. Donc, on commence le code. Premier algorithme, le classificateur Bayes. Donc, évidemment, pour faire un peu de machine learning, on va faire un peu de mathématiques. Le théorème de Bayes, pour calculer une probabilité, on calcule la probabilité multipliée par la probabilité de 1 sur l'autre. On peut calculer par l'inverse aussi, qui est un peu plus facile à calculer. Donc, la probabilité de B sera par la probabilité de B, divisé par la probabilité de B sera la probabilité de A, plus 1 moins la probabilité de B et A, qu'on peut simplifier. En calculant le produit de la probabilité de A jusqu'à I,
divisé par la probabilité de A jusqu'à I, plus 1 moins la probabilité de A jusqu'à I, et le produit de tous ceux-là, ce qui nous donne quelque chose comme ça. OK. C'est le WTF pour ceux qui... En fait, c'est pas vrai, on n'a pas vraiment besoin des mathématiques pour pouvoir faire un algorithme de Bayes. C'est intéressant d'en connaître un peu la théorie. J'ai fait des cours en physique, les maths, ça m'intéresse, mais vraiment, ce n'est pas l'essentiel. Et souvent, on passe un peu trop de temps sur les mathématiques lorsqu'on regarde ce type d'algorithme-là. Donc, on peut le voir avec un problème un peu plus simple. Donc, vous vous souvenez, Forrest Gump, il y a une boîte de chocolat à un certain point, puis il dit la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais ce qu'on peut tomber. Enfin, quelque chose dessus. Quelque chose de genre. Donc, est-ce que c'est vrai? Voyons voir si on peut calculer la probabilité qu'un chocolat ait des noix. Disons que vous êtes allergique, vous avez une boîte de chocolat, vous ne voulez pas tomber sur le chocolat qui a des noix. Donc, vous avez pu calculer par des statistiques précédentes qu'un chocolat de forme ronde a beaucoup plus de probabilité de ne pas avoir de noix qu'un chocolat qui est de forme carrée. Les chocolats noirs ont moins de chances d'avoir des noix que ceux qui sont plutôt pâles. Enfin. Donc, on convertit tout ça, les pourcentages, en décimales. On calcule le produit, pardon, de ces deux différentes probabilités. Et ensuite, on applique la simple formule qu'on avait vue au début. Donc, la probabilité d'avoir des noix est égale à 75% dans le cas d'un chocolat, qu'est-ce que je cherchais? Chocolat rond et pâle. Donc, si vous êtes allergique au chocolat, aux noix, définitivement, ne prenez pas ce type de chocolat-là. En fait, si vous êtes allergique aux noix, ne dépendez pas des statistiques. Mais enfin, ça donne quand même un exemple. Donc, on voit un peu comment on peut déterminer la probabilité d'avoir une chose ou une autre. Donc, vraiment, cet algorithme, c'est simplement un calcul de probabilité, c'est simplement une statistique. Donc, lorsqu'on le regarde de cette façon, ça devient beaucoup plus simple à comprendre. Les algorithmes ont toujours deux méthodes. Une méthode pour la classification, donc pour apprendre à notre algorithme à déterminer quelque chose. Et une autre méthode pour pouvoir catégoriser. Donc, on va lui donner, par exemple, une chaîne de caractères. On va lui demander dans quelle catégorie elle se situe. Donc, on va regarder un petit démo. N'oubliez pas de faire vos... Voilà. OK. Donc, pour cette démo, j'ai fait une petite interface du style Tinder. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Tinder? Moi, je ne le dirais pas. OK. Donc, une interface de style Tinder. Tout le monde la connaît, en fait. Puis, on va apprendre à cet algorithme à détecter si le langage, les cartes sont en français ou en anglais. Donc, j'ai quelques cartes ici. Donc, la première est en anglais, donc on va mettre en anglais. Ensuite, français. On va continuer un peu. Là, je l'ai remis à 0. Ah, voilà. On voit déjà qu'il a détecté que cette carte-ci est en français. Donc, simplement lui apprenant que sa chaîne de caractères ici est en français. Celle-ci aussi. C'est seulement du français, ça va être plus difficile. Ils sont aléatoires, ça ne sera pas long. Donc, le français commence à détecter un peu mieux. Et voilà, on voit qu'il détecte l'anglais aussi maintenant. Voilà, donc il s'en vient de plus en plus intelligent. Donc, tranquillement, presque chaque carte maintenant, il détecte. Donc, comme vous pouvez voir, j'aime ça, je pourrais faire ça toute la journée. Je suis désolé pour vous. Donc oui, donc vous pouvez voir que rapidement, notre algorithme qui est très très simple a appris à reconnaître l'anglais du français simplement en lui passant les cartes. Donc un peu comme j'expliquais, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on, dans ce cas-ci, on prend chacune des chaînes de caractères, on brise en différents mots,
puis on se construit un dictionnaire et on calcule la probabilité que le mot soit en français ou en anglais. Ensuite, on multiplie toutes ces probabilités-là pour nous donner une probabilité qu'un texte soit français ou anglais. J'attends d'avoir une certaine assurance avant de commencer à afficher le résultat. Donc, si c'est à 50-50, je ne l'affiche pas pour le moment. Donc, c'est pour ça qu'il y en a certaines qui étaient vides. Le code pour cette démo est disponible. Je vais le partager sur Twitter à la fin de ma présentation. Si on commence aussi à lui donner des mauvaises données, on va rapidement voir. Enfin, rapidement. Oh là. Ah, on commence à les voir. Donc, rapidement, parce qu'on a commencé à lui fournir des mauvaises données, du mauvais feedback, il a commencé à se tromper. Donc, maintenant, il croit que cette quartier est en français, plutôt. Donc, ça démontre qu'il faut faut donner du bon feedback à notre algorithme. Si on regarde le code rapidement, donc comme je vous disais, on a deux méthodes essentiellement. Donc une méthode pour train, pour pouvoir apprendre, pour que notre algorithme puisse apprendre, et une pour catégoriser. Donc l'apprentissage, comme je vous expliquais, prend la chaîne de caractères, la brise en différents mots, puis ensuite fait simplement se créer un dictionnaire où il compte le nombre d'occurrences d'un certain mot. Donc je ne passerai pas ligne par ligne parce que et puis, c'est beaucoup de boucles. Le code est fait pour être relativement lisible, donc si vous voulez le regarder, mais certainement pas optimal. Donc, je ne vous recommande pas d'utiliser cet algorithme-ci, pas cette version-ci du moins, en production. Lorsqu'on veut catégoriser, ce qu'on fait, on fait la même chose. Donc, on sépare la chaîne de caractères en différents mots. On fait un petit nettoyage, donc on nettoie les mots qui ont moins de 2 lettres ou des choses comme ça. Et ensuite, on va simplement compter le nombre de fois que le mot est en français ou en anglais. Et puis, ça va nous donner une statistique à la fin. Donc, il y a plus de probabilité que ce soit en français ou en anglais. Voilà. Donc, le premier algorithme que je voulais couvrir est couvert. Je vais faire une petite parenthèse sur la détection de sentiments, qui est plutôt de l'intelligence artificielle que de l'apprentissage automatisé, mais on en parle souvent dans le même contexte. C'est souvent utilisé pour des firmes de relations publiques, par exemple, pour savoir si un trend sur Twitter, dans les articles de journaux, ce type de choses est plutôt positif face à quelque chose ou plutôt négatif. Donc, vous avez eu des élections récemment. Les firmes de relations publiques vont utiliser ce type d'outils pour savoir est-ce que la presse est plutôt positive ou négative face à un certain candidat, par exemple. Donc, ça utilise le même principe, ça utilise un classificateur, mais plutôt que de l'entraîner, il y a déjà une banque de mots qui vont être soit positifs, soit négatifs. Ils vont aussi pouvoir utiliser les emojis dans certains cas, mais ça fonctionne essentiellement de la même façon. Donc, si vous voulez vous amuser avec ce type de choses, il y a des librairies qui existent. Donc, en JavaScript, il y en a une qui est disponible sur NPM. Et en PHP, avec Composer, vous pouvez utiliser Sentiment Analysis. Les deux fonctionnent de la même façon. Donc, il y a une fonction pour... en fait, non, je me trompe. Donc, les deux fonctionnent quand même de la même façon. Donc, on fait simplement lui passer une chaîne de caractères. Et ça nous retourne un score de plus 5 à moins 5, dépendant si c'est positif, plus 5, ou négatif, moins 5. Le prochain algorithme que je veux couvrir, l'algorithme génétique. Donc, l'algorithme génétique est basé sur les théories darwiniennes, essentiellement. Donc, on va prendre un modèle, on va le faire évoluer de façon très similaire à l'évolution génétique pour arriver à un résultat. Si vous avez la chance, je vous recommande définitivement d'essayer d'en écrire un par vous-même. Ce n'est pas très complexe. L'exemple que je vais vous montrer fait environ 100-150 lignes de code. Mais c'est vraiment excitant à faire. Mais vraiment, vraiment, vraiment excitant. Je ne sais pas si vous vous souvenez la première fois que vous avez écrit votre Hello World, puis que vous étiez vraiment excité. Puis la première personne à qui vous vouliez le montrer, c'était votre mère, parce que vous étiez fier. Vous avez montré à votre mère les 20 lignes de code, vous avez dit « Regarde! » Vous avez parti le programme, ça l'affiche Hello World, puis votre mère vous a dit « Ouais. » Non, mais c'est toutes ces lignes de code-là font que ça écrit Hello World. Ouais, tu peux le taper. Ah non! En fait, c'est la même chose. Donc, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait tantôt. Je vais être vraiment, vraiment excité.
pas vous. Donc, s'il vous plaît, encouragez-moi lorsque je vais le montrer. Merci. Donc, l'algorithme génétique, de la façon que ça fonctionne, comme je disais, ça fonctionne un peu comme l'évolution. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est qu'on crée une population d'individus. Donc, l'exemple que je vais vous montrer tantôt, je cherche un individu qui est une solution possible. Donc, je cherche un individu dont la somme des éléments me donne 200. Donc, tous mes individus vont être un tableau de 4 nombres, 4 floats, dont la somme, ou ce que j'espère, comme solution parfaite, c'est que la somme soit égale à 200. Okay, c'est un peu abstrait à ce point-ci, mais ça va. Donc, on crée une population, dont, disons, 100 ou 200 individus, avec des solutions possibles. Puis ensuite, on va passer une certaine fonction pour vérifier est-ce qu'ils sont proches de la solution que je cherche ou non. Et on va garder les individus les plus proches de cette population-là. On va en prendre quelques-uns au hasard dans la population originale pour créer une nouvelle population avec ceux qui sont les plus proches. Ensuite, dans cette nouvelle population qu'on a créée, où il y a peut-être 20, 30, 50 individus, on va introduire des mutations, encore là de façon aléatoire. Donc, dans l'exemple que je vais vous montrer, une mutation, ça va être, je vais prendre un des éléments dans mon tableau, le remplacer de façon complètement aléatoire par un nouveau nombre. Ensuite, on va prendre cette population-là, cette nouvelle population-là, puis on va créer des enfants. Donc, on va prendre 2 éléments, 2 individus dans cette population. Et puis, à partir de ces 2 individus, on va créer un nouvel élément. Donc, on va prendre, par exemple, la première partie de l'un avec la deuxième partie de l'autre pour créer un nouvel enfant qui hérite des propriétés génétiques des parents. Et puis, on va remplir la population pour revenir au même niveau qu'avant en ayant des enfants de créer de cette façon-là. Et puis, ça nous redonne une population, donc on peut rouler jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Donc, je reviens rapidement là-dessus. Donc, on crée une population d'individus de façon aléatoire. On garde les meilleurs, on en prend quelques-uns au hasard. On introduit des mutations génétiques au hasard. On crée des enfants au hasard. Puis, magiquement, on arrive à une solution. Est-ce que vous voyez déjà? Ça s'en vient. C'est excitant. C'est utilisé dans le vrai monde avec certaines solutions comme Dreamcatcher. Mon équipe a eu la chance de travailler un peu sur ce logiciel d'Autodesk. Donc, ça nous permet de créer un modèle qui s'imprime en 3D qui va être généré avec un algorithme génétique. Donc, dans ce cas-ci, comme le vélo, comme vous pouvez voir, on fixe une certaine série de points d'attache. Puis, on demande à notre algorithme, trouve-moi toutes sortes de différentes solutions possibles. Et puis, on essaie d'optimiser quelque chose. Donc, on peut essayer d'optimiser le poids, par exemple, du vélo, pour avoir le vélo le plus léger possible. On peut essayer d'augmenter la solidité. Par exemple, dans le cas du drone qui est en bas, qui utilise le même principe, il y en a qui sont un peu plus larges, qui sont des meilleures solutions si on veut faire quelque chose qui est plus solide lorsqu'il fonce dans un mur, par exemple. Donc, dépendant de ce qu'on veut optimiser, cet algorithme-là va nous générer plusieurs solutions, toujours aléatoires, jusqu'à ce qu'il trouve une qui s'en vient de plus en plus proche de ce qu'on cherche. OK, démo. OK, donc comme je vous disais, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout d'abord me créer une population d'individus. Comme j'expliquais, chaque individu est un tableau de 4 chiffres, 4 floats. Et puis, je cherche à avoir un individu pour lequel la somme des 4 éléments est égale à 200. Donc, si on lance l'algorithme, et voilà. Voilà! Donc, c'est dur à voir. Ce qu'on voit ici, essentiellement, c'est que notre algorithme a fini par trouver 4 chiffres dont la somme est égale à 200. Tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que ça a utilisé presque entièrement des solutions aléatoires afin de trouver ces 4 chiffres-là. Donc, c'est ce qui est intéressant. Si on le roule encore une fois, on va voir qu'on va arriver à une complètement différente solution, mais qui fonctionne aussi. Et ça va prendre un certain nombre de générations. Donc, chaque génération, c'est une itération pour essayer d'avoir une meilleure population afin de trouver le meilleur individu possible. Donc, ça m'a pris 1400 fois cette fois-ci. 500 fois cette fois-ci. Donc, c'est vraiment tout aléatoire, mais on aide un petit peu l'aléatoire à avoir quelque chose de mieux. Évidemment, ce n'est pas très intéressant. Donc, je vais regarder quelque chose un peu mieux ici. On va voir si la connexion Internet veut bien coopérer.
Évidemment, ce vidéo-là ne vient pas de moi du tout, mais c'est une vidéo académique que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est un peu le même principe que le vélo, comme j'expliquais tantôt. Donc, ils spécifient un certain nombre de points, ils spécifient des muscles, ils disent à l'algorithme tout simplement « apprends à marcher ». Donc, on voit qu'après une première génération, ils ne sont pas très bons. Tout le monde aime cette vidéo-là. Mais après 900 générations, à force de garder toujours les meilleurs individus, l'algorithme apprend à identifier quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, puis automatiquement, cet algorithme-là finit par s'optimiser afin d'aller dans la solution maximale. Donc, ce qu'on cherche ici comme solution, c'est la distance parcourue ou le nombre de pas parcourus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que jamais on a appris à cet algorithme-là à marcher comme tel. On lui a seulement dit essaie d'avancer le plus loin possible. Et puis l'algorithme arrive à des solutions qui ressemblent étrangement tout de même à la façon dont nous marchons. Ce sera pas long. Donc vraiment, comme je disais, il semble que la façon dont on marche est la façon la plus optimale de marcher, selon cet algorithme. Par contre, il y a certaines solutions, des fois, qui fonctionnent plus ou moins bien. C'est mon préféré. OK, un peu de sérieux. Donc, comme je disais, c'est simplement une façon d'apprendre avec chaque évolution pour afin que notre système s'optimise et ait la solution la plus optimale. Comment ça marche en réalité? Le code essentiellement est très très simple, comme je disais. En fait, je me suis défini ici quelques fonctions simplement pour faciliter mes demandes pour avoir un chiffre aléatoire. Des fonctions pour me créer un individu de façon aléatoire et générer une population d'individus de façon aléatoire aussi. Une grosse partie du code est dans la fonction de fitness. La fonction de fitness est celle qui sert à mesurer est-ce que ma solution est meilleure qu'une autre, est-ce que cet individu est meilleur qu'un autre. Dans le cas de mon exemple très simple où je calcule la somme, je regarde est-ce que je suis proche de 200 ou non. Si je suis le plus près de 0, en fait, ça va me dire que c'est une meilleure solution qu'un autre. Dans le cas du robot qui marche ou du modèle qui marche, c'était le nombre de pas et la distance parcourue. Ensuite, on peut avoir une fonction pour reclasser en ordre de fitness. On va introduire des mutations aussi. Donc, c'est très important parce que lorsqu'on arrive vers une solution, des fois, on s'en va dans une direction, mais qui ne sera pas tout à fait la bonne. Donc, ça va faire quelque chose qui marche comme ça, qui va quand même poursuivre une certaine étape, mais il va essayer d'être mieux dans cette façon-là. Donc, on va introduire des mutations génétiques qui vont faire en sorte que ce modèle-là va marcher de façon un peu plus droite, par exemple. Donc, c'est ces mutations génétiques-là qui vont permettre de varier et d'avoir d'autres solutions qui, parfois, peuvent être meilleures. La fonction de reproduction, donc, entre deux individus. Dans mon cas, j'ai pris les deux premiers éléments du tableau, les deux derniers éléments. Il y a toutes sortes de façons de le faire, donc c'est vraiment dépendant de la façon dont vous voulez implémenter votre algorithme. Ce qui est important, c'est de garder une certaine partie du père et de la mère afin de créer un enfant qui a un mélange des deux bassins. Et on a une fonction d'évolution. Donc la fonction d'évolution, essentiellement, fait toutes ces fonctions. Donc elle va tout classifier en ordre de fitness, donc du meilleur au pire, garder quelques-uns là-dedans, créer une nouvelle population à partir de ceux-là, garder certains individus au hasard, introduire les mutations, introduire la reproduction jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle population. Ensuite, lorsqu'on veut trouver la solution, tout simplement, on fait un while ou une boucle jusqu'à ce qu'on trouve un individu qui est assez près de la solution qu'on cherche. Évidemment, comme je jouais avec des floats, ce serait presque impossible d'avoir exactement 200, mais j'essayais d'avoir quelque chose qui est close enough, donc à 0.0001, je crois. Est-ce qu'il y a vraiment un avantage à faire ça? On pourrait juste essayer d'avoir des chiffres aléatoires puis peut-être tomber éventuellement sur une solution. Donc, si on regarde rapidement, je me suis amusé un peu, c'est pas très clair, mais je me suis amusé à jouer avec certains paramètres. Donc, si j'augmente la quantité de mutations, par exemple, ou si je garde plus d'éléments dans ma population initiale, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez le regarder par après. Mais de façon générale, ça me prenait environ 5000 générations pour arriver à une solution.
Lorsque j'essayais de façon complètement aléatoire, donc j'essayais simplement 4 chiffres de façon aléatoire, ça me prenait 611 000 générations avant d'arriver à la bonne solution. Donc vraiment, ça reste une solution aléatoire, mais on dirige un peu ou on concentre la solution aléatoire vers nos efforts. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Donc, vous avez appris la différence machine learning, intelligence artificielle. Donc, essayez de reprendre les gens qui les mélangent, s'il vous plaît. On a appris que big data, deep learning, je n'en connais pas assez pour en parler. Les algorithmes supervisés et non supervisés. Et puis, on a vu quelques algorithmes de base. Donc, si vous avez la chance, comme je vous dis, amusez-vous, lancez-vous. Ils sont très, très simples. Les exemples, ils sont disponibles sur GitHub. Comme je disais, font 100 à 150 lignes. Donc, c'est très facile de commencer là-dedans. Donc, j'espère que vous ne serez plus intimidé par le monde de l'apprentissage automatisé et que vous pourrez l'en mettre dans vos propres applications. Merci. Je crois qu'on a quelques minutes pour des questions. 5 minutes. Bonjour et merci. Je voulais savoir si vous faisiez tourner du machine learning en PHP en prod, et si oui, sur quoi est-ce que vous stockez les données? Donc, non, on ne le fait pas en PHP. On le fait en Python, qui au bout de la ligne est quand même plus ou moins similaire. Et puis, tout ce qu'on faisait, en fait, puis je n'ai pas parlé, j'avais dit que j'en parlerais, mais c'est une application où on avait, c'est un transformateur de données, donc on avait des données qui entraient dans tout plein de formats et on les transformait dans un format standard. Donc, par exemple, on avait des données qui venaient de plusieurs fournisseurs, de plusieurs clients. Donc, certains fournisseurs utilisent first name avec un soulignement entre les deux. Certains vont utiliser dans un mot, certains vont utiliser first avec un N majuscule, et ainsi de suite. Et on voulait tout transformer ça dans un format plus standard, qui soit plus facile à réutiliser. Donc, on a appris à notre algorithme à détecter, basé sur le feedback que l'utilisateur donnait, et puis il pouvait faire éventuellement automatiquement la traduction d'un format de données à un autre. Tout ça pour dire donc qu'on utilisait Python pour le faire, et on sauvegardait simplement les données dans un fichier texte, un peu comme j'ai fait dans mon exemple, qui est certainement pas optimal dans ce cas-là, mais comme l'accès au fichier était utilisé seulement par 1 ou 2 personnes, se faisait 1 ou 2 fois par semaine, c'était quand même gérable, ça se faisait bien. Donc, c'était assez rapide et le dictionnaire n'était pas assez grand pour vraiment avoir un impact au niveau de la performance. Dépendant de l'application, évidemment, c'est peut-être pas la meilleure solution, je l'en conviens. Il y a une question derrière? Merci, c'était super intéressant en plus d'être marrant. Ma question porte, est-ce que on peut, je sais pas, est-ce qu'il existe une loi mathématique ou un truc qui permet de prouver que le machine learning est plus rapide que certains autres algorithmes, ou est-ce que c'est juste la taille de la donnée, la quantité de données qui empêche de trouver un algorithme efficace, plus efficace que ceux trouvés par le machine learning? Comme n'importe quoi en informatique, ça dépend. Évidemment, c'est la réponse qu'on déteste tous entendre. C'est la réponse que tous les conférenciers donnent parce qu'elle est facile. Mais vraiment, ça dépend. Comme par exemple, je l'ai montré pour essayer de trouver une solution de 4 nombres. Évidemment, c'est plus rapide avec un algorithme comme ça. Il faut trouver un moyen d'arriver à ce résultat-là. La seule autre façon de le faire, c'est avec 4 essais complètement aléatoires. Et puis vraiment, on voyait que c'était 100 fois plus rapide dans ce cas-là. De façon générale, est-ce que c'est plus rapide? Vraiment, ça dépend de qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir. Dans le cas d'un algorithme génétique, ce n'est pas nécessairement une question de rapidité, mais c'est une question de comment on peut y arriver. Donc, d'apprendre à un algorithme à marcher. Dans ce cas-ci, on veut qu'il apprenne par lui-même. Il n'y a pas vraiment de façon de le faire autre que d'utiliser ce type d'algorithme-là. Donc, ça répond à la question? Ouais, très bien, merci. Bonjour. Du coup, vous faites en Python, donc c'est TensorFlow que vous conseillez, c'est ça? Dans notre cas, on n'a pas utilisé TensorFlow, mais okay. Malheureusement, je n'ai pas joué avec. Okay. J'ai été honnête, je vous ai dit, j'en connaissais pas assez pour en parler. Non, je le connais pas assez, mais c'est de plus en plus le standard qui semble être utilisé. Ouais. Donc, je le vois beaucoup lorsque je lis ou lorsque je parle des gens d'apprentissage automatique qui ont une certaine expérience, c'est souvent avec TensorFlow, mais qui sert particulièrement à faire des réseaux neuronaux. D'accord, et en termes d'apprentissage,
pour le développeur, la courbe d'apprentissage, c'est quoi? C'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2 semaines, c'est 2 heures? Moi, j'ai Pour commencer commencé à lire sur le sujet il y a environ 6 mois. Donc, c'est une question d'apprendre, de se lancer dedans et puis de faire des exemples, je crois. Dépendant où on veut se rendre et qu'est-ce qu'on veut accomplir, mais pour les besoins de l'exemple dont je parlais il y a quelques minutes, c'est une question de quelques semaines afin que notre équipe soit capable de comprendre et d'être capable de l'écrire. Mais comme je vous dis, une fois qu'on comprend les principes de base, c'est pas très complexe à écrire lorsqu'on veut faire quelque chose de base, évidemment. Donc même petite start-up, petite agence, c'est possible quoi. Absolument. Pour un client, on peut ne pas prendre trop de risques en faisant un truc. Non, absolument. Ils sont assez simples. Il y a aussi beaucoup de librairies qui existent, qui sont disponibles. Donc, si vous voulez un classificateur, définitivement, utilisez les librairies qui sont disponibles en open source, qui sont beaucoup meilleures que le petit algorithme que j'ai écrit, qui sont optimisés pour ça. Mais il y en a des centaines qui existent, donc, dans tous les langages. Donc, je vous encourage à regarder. Et la librairie, encore une dernière question. La librairie que tu utilises en Python, tu peux nous dire le nom ou c'est C'est nous qui l'avons écrit. Ah ouais, c'est vous qui Ouais, l'écrivez. oui, oui. Okay. Je vais partager sur Twitter mon code dans quelques minutes. Ouais. Donc, vous allez voir le type d'algorithme. Comme je disais, celui-ci est réécrit pour être un peu plus lisible, plus qu'optimal. Il fait des boucles en trop, finalement. Mais essentiellement, c'est le même type d'algorithme qu'on avait utilisé. Donc, c'est assez simple à écrire. Ok, super, merci. Merci. Merci déjà pour tout. Et ma question c'est plus pour savoir comment ça se testait après ou ça s'évaluait pour éviter après qu'il y ait des régressions typiquement qui soient introduites. Est-ce que je régénère plein de données enfin, je sais pas trop comment ça vit derrière ce genre d'algorithme quoi parce que c'est pas vraiment. C'est une bonne question. Et je dois avouer qu'on n'a pas fait de testing. J'en ai aucune idée. Donc, je ne pourrais pas savoir. J'imagine que ce qu'on peut tester, évidemment, ce qu'on cherche, ce n'est pas nécessairement la façon dont il arrive au résultat, mais plutôt le résultat, ce qui est valide. Donc, on peut toujours revoir, on peut toujours tester la solution. Dans ce que je faisais, par exemple, le premier exemple que j'ai montré au classificateur, j'effaçais toutes les données à chaque fois. Donc, quand je l'ai reparti, j'ai effacé toutes les données existantes que j'avais pour recommencer à zéro pour voir après un certain temps qui était capable de faire la différence. Donc, j'imagine que oui, ça pourrait se tester, mais je ne l'ai jamais fait, personnellement. Bonjour. Par rapport aux exemples que vous montrez tout à la fin, vous dites j'ai fait des tests en bidouillant un peu les paramètres, plus de mutations, moins de mutations. Mais du coup, l'exemple que vous avez fait où vous l'avez exécuté, il y a des règles de base qui sont les bonnes règles à prendre, un bon nombre de mutations, un bon nombre de... Je me suis rendu compte que il faut vraiment jouer un petit peu, dépendant de la solution qu'on cherche avec un algorithme génétique. Parfois, on va vouloir introduire plus de mutations pour essayer d'arriver à une réponse plus rapidement. Pour toutes sortes de raisons, je me suis rendu compte qu'il fallait jouer avec les paramètres. Honnêtement, je ne suis vraiment pas assez calé pour vous dire quels seraient les paramètres idéaux et dans quel cas. Mais je me suis rendu compte en jouant avec, puis il y a toutes sortes de démos qui sont disponibles si vous voulez jouer avec sur Internet. Par exemple, il y en a un qui apprend à jouer à Flappy Bird, toutes sortes de choses comme ça. Puis on peut ajuster justement ces paramètres-là, puis jouer avec ces paramètres-là pour voir comment rapidement il va apprendre. Et puis on voit qu'il y a une certaine différence dépendant. Mais vraiment, chaque algorithme ou chaque solution qu'on cherche semble avoir des paramètres différents. L'impact exact, j'ai encore un peu de difficulté à bien wrap my head around it, à bien le comprendre. Ok, merci.